tout de suite, même si les conditions seraient bonnes, parce que les règlements, elle ne les connaît pas. Moi non plus, je ne les connais pas. Si on me demande mon avis sur cet article de loi-là, je dis, donnez-moi le règlement, puis je vais pouvoir en parler avec vous. Mais là, on ne le sait pas. Et c'est comme ça, à bien des reprises. Je vais aller un peu plus vite. L'article 25, juste pour vous dire qu'il y a un comité de suivi. Dès qu'il y aura un début de forage, il y a un comité qui devra être formé, mais dont le responsable est le titulaire de la licence. Il va déterminer le nombre de membres, etc., etc. Donc, la compagnie gazière va former un comité de suivi et par après, le gouvernement va déterminer par règlement les modalités de ce comité-là. Donc, c'est vraiment là, oui, les gazières, vous allez être les premières servies, mais nous, on va se laisser comme marge de manœuvre ce règlement-là, qu'on ne connaît pas. Article 27, etc. Le titulaire a droit d'accès au territoire. Il avertit le propriétaire au moins 30 jours à l'avance. C'est tout. C'est la même chose pour les MRC. Lors des amendements, ils ont rajouté le mot MRC. Les MRC aussi vont être avisés. Article 55, c'est l'article qu'on entend parler le plus souvent. C'est l'article qui touche l'expropriation. C'est écrit que s'il n'y a pas d'entente gré à gré, le titulaire peut acquérir ses droits réels ou ses biens par expropriation. Donc, quand les gens parlent d'expropriation, c'est parce que ça apparaît dans le projet de loi. J'ai le projet de loi avec moi, si vous voulez consulter l'article 55 du chapitre 4, ça va décrire exactement ça. Là. Sauf que, selon moi, la partie expropriation, c'est pas la plus importante du projet de loi 106. Parce que ce serait étonnant que la compagnie aille directement sur votre terrain si vous n'êtes pas consentant. Elle va aller ailleurs, elle va acheter un terrain, et à l'aide des drains horizontaux, des puits horizontaux, elle pourra aller où elle veut. Tout ce qu'elle a besoin, c'est 1 hectare. Peut-être 2 si elle veut faire vraiment une grosse plateforme gazière, mais avec 1 hectare, elle peut procéder à son exploration et à sa production. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lors de l'étape d'exploration que c'est le plus dommageable, parce qu'il y aura fracturation hydraulique. Donc, l'article 74, le forage, un article qui m'intéresse, c'est écrit « Le gouvernement détermine par règlement ». Bon, je suis devant rien encore. Article 80, qui touche la fracturation, c'est écrit « Le titulaire qui complète un puits par stimulation physique, donc la fracturation hydraulique, chimique, soit par acidification par exemple, ou autre procédé, doit être titulaire d'une autorisation de complétion. » La complétion, c'est quand on raccorde le puits, on a le puits, là, il est prêt à être raccordé à un réseau pour livrer le gaz. C'est comme les dernières étapes après le forage. Donc, encore là, déterminé par règlement. Pourtant, c'est ce qui apparaît essentiel. Et là, le projet de loi va être adopté cette semaine, peut-être la semaine prochaine. On avance dans les articles de loi. On est déjà rendu à la loi sur les hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment l'opposition va réagir vis-à-vis des règlements dont on ne connaît pas la teneur? Ce que j'ai su hier, et moi j'ai eu la primeur de l'avoir en même temps que les compagnies gazières et pétrolières, qui en général le savent avant les groupes citoyens, je vous le dis, eh bien c'est qu'il y aura quatre règlements à venir. Il était question d'un grand nombre de règlements, là ils les ont ramenés à 4. Premier règlement sur la gestion des licences. Deuxième, la gestion en milieu terrestre. Donc, c'est toutes les opérations qui vont concerner, que ce soit le forage, la fracturation, etc. En milieu terrestre, et il y aura un règlement à part sur le milieu hydrique. Là, il va rester à savoir ce qu'est un milieu hydrique. Est-ce que c'est un marécage, une rivière? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que le milieu marin et le milieu hydrique vont être confondus? Ça reste des choses à régler, à finaliser dans ce projet de loi-là. Et finalement, le règlement sur les redevances, qui est celui qui intéresse probablement le plus les compagnies gazières et pétrolières. Ils veulent savoir de quel point ça va être rentable et combien ça va leur prendre d'années pour rentabiliser leur investissement. Est-ce que ça va être 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Toutes leurs calculettes sont prêtes, toutes leurs applications sont là, et puis ils attendent d'avoir le tableau du ministère
des Finances qui va être probablement amené au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles par l'équipe du ministre Arcan. Donc, les réactions, c'est la PGQ, l'Association pétrolière et gazière, a dit c'est un pas dans la bonne direction. Ça découle d'une réflexion profonde et étendue. Il constitue une étape de plus dans le développement de la filière au Québec. Je pense qu'ils sont assez contents du résultat et ils n'ont pas écouté ce que Karel Méran, par exemple, a dit tout à l'heure. L'histoire du carbone qu'il ne faut pas brûler, là. Je pense qu'ils en sont à des lieux, à des années-lumière même. Le Conseil du patronat du Québec a dit que c'est une avancée pour l'avenir économique du Québec et pour l'atteinte de ses cibles en matière de transition énergétique. C'est un peu vague, là, mais ils sont favorables. D'ailleurs, vous regardez, tous les communiqués de presse ont été émis le jour même. Donc, quand je vois ça, moi, ils étaient prêts. Oui, ils étaient prêts. Manufacturier et exportateur du Québec dit que c'est une position responsable et équilibrée qui crée le modèle québécois des hydrocarbures, qui s'inspire de ce qui se fait de mieux dans le monde et qui colle à notre réalité. Donc, M. Tétrault là, est allé à une formule extrêmement pompeuse, extrêmement louangeuse du gouvernement. Et là, je pense qu'il faut lire entre les lignes. Quand vous regardez les réactions dans les journaux, il faut regarder de qui ça émane et dans quelle direction ça va. Donc, une autre encore, ça c'est l'APQL. Vous savez ce que c'est, ça, l'APNQL? C'est l'Association des Premières Nations Québec et du Labrador. Et les autres, ils dénoncent le mépris, le manque de respect et l'irresponsabilité du gouvernement de Philippe Couillard. Par le projet de loi 106, le gouvernement confirme autant son incompétence que son arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les Premières Nations souhaitent pourtant partager dans le respect de l'harmonie. Et ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas été vraiment consultés, ils l'ont appris comme tout le monde, alors que la loi sur les mines consacre quand même des sections aux Premières Nations. Mais là, pétrole et gaz, non, n'existe plus. Les Premières Nations n'existent pas. Ils n'apparaissent en aucun moment dans le projet de loi qui fait quand même 80 pages bien serrées. Chambre des notaires, eux autres aussi ne sont pas heureux du projet de loi 106. Ils disent que la sécurité juridique et financière n'est pas assurée. Pourquoi? Un peu comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que les permis vont avoir des impacts sur les propriétés. Veux pas. Parce que lorsque tu vas revendre ta propriété, s'il y a un puits, oui, ça peut peut-être dévaluer la valeur de la propriété, mais s'il y a un permis également. Donc, déjà, ils ont des problèmes à l'heure actuelle dans la région de Saint-Hyacinthe, les notaires, et là, ils le soulignaient le 11 août 2013. L'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ils demandent, écoutez, là, le territoire agricole, là, enlevez-moi ça, la loi sur les hydrocarbures. On ne devrait pas concilier forage d'hydrocarbures et activité agricole. C'est une position claire et ferme de l'UPA et il faut la signaler, il faut la souligner, il faut applaudir à deux mains parce que dans le temps du gaz de schiste, ça leur avait pris bien du temps avant de se rendre compte de ça, mais là, ils ont réagi rapidement, quelques semaines après l'édiction du projet de loi 106. La Fédération québécoise des municipalités dit qu'elle s'oppose à l'adoption du projet de loi 106 parce que les municipalités n'ont pas l'autonomie. On ne respecte pas leur schéma d'aménagement, etc. Donc, ils s'opposent. La FQM, c'est ce qui regroupe les 1000 et plus municipalités du Québec. L'Union des municipalités québécoises, c'est plus les grandes villes. Ils disent, regardez toujours le trait rouge, les municipalités devraient pouvoir délimiter à l'intérieur des schémas d'aménagement des territoires incompatibles avec les activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Et c'est pourquoi le ministre Arcan a amené des amendements plus tard pour répondre à ces objections du monde municipal, parce que, c'est peut-être pas un secret de polichinelle, là, mais Dr Langelier mène une croisade auprès du monde municipal pour leur faire comprendre que le projet de loi 106, c'est vraiment pas un cadeau pour elle. Et, à l'heure actuelle, il y a plus de 100
plus de 200 municipalités qui ont signé des résolutions d'opposition au projet de loi 106. Donc, le ministère et le ministre, ce n'est pas non plus les gens qui ont perdu la carte. Ils savent très bien qu'il faut colmater la brèche. Et ils vont essayer de le faire au mois de septembre. Le 29 septembre 2016, le gouvernement dit qu'ils ont proposé 80 amendements et que ça va répondre aux demandes des MRC, des municipalités, des producteurs agricoles et des nombreux groupes que nous avons entendus lors des consultations. Karel Méran pourra vous le signaler, nous n'avons pas vraiment été entendus. On aurait aimé être présents, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on milite sur le front des hydrocarbures. Il n'y a eu aucun groupe citoyen d'invité en consultation à l'Assemblée nationale. On a réussi par une petite porte là, à parler quelques minutes, mais rien de plus. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a un territoire qui pourrait être incompatible avec l'exploration, la production et le stockage d'hydrocarbures. Donc, c'est le nouvel amendement de l'article 130, 130.1. Et ce que ça dit à la toute fin, c'est ce que j'ai souligné de trait rouge encore, le premier alinéa ne s'applique pas aux hydrocarbures dont l'exploration, la production et le stockage est déjà autorisé par une licence. Donc, les 56 000 km² que je vous ai montré tout à l'heure, la carte de 2016, c'est dommage, mais eux autres, ils ne pourront pas avoir cette clause-là, ils ne pourront pas déterminer des zones incompatibles parce que les compagnies sont déjà là. Ils ont déjà des droits. On ne va pas leur enlever. On a peur des poursuites, il va y avoir des dommages. Donc, on n'y touchera pas. Et ça va être un réveil pour les municipalités. Sauf peut-être Montréal. Parce que Montréal, entre 2009 et 2016, les permis ont été perdus. Donc, vous allez voir plus loin comment le maire Coder a réagi. L'UMQ dit, c'est encore perfectible sur le plan de la protection des sources d'eau potable. Nous allons continuer nos représentations, mais il est clair qu'il nous faut une loi qui a encore des hydrocarbures. Donc, l'UMQ s'est radoucie beaucoup et elle semble dire que, oui, il faut une loi. Si on continue de même, on va peut-être s'entendre avec le gouvernement. Je résume beaucoup, je caricature, là, mais c'est ce qu'on peut lire au travers des lignes des communiqués de presse que je vous présente ici. La FQM, par contre, pas question de passer par-dessus les compétences des municipalités. Ils demandent un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique. C'est une demande express, une espèce de commande qu'ils font au ministre Arcan. Et à l'heure actuelle, on n'a pas eu de suite à ça, mais la FQM, si on peut dire, est un organisme qui semble dire « Écoutez, ça n'a pas d'allure, là, les hydrocarbures. Je pense qu'ils rejoignent votre comité. » La CMM, par contre, se réjouit des amendements proposés ce matin. Il s'agit d'un pas important vers le respect des compétences municipales. Ça, on a vu ça souvent quand même, parfois, l'écart entre ce qu'on voit dans les grandes villes, comme Québec, Montréal, et les autres municipalités du Québec. C'est comme deux mondes parfois, et là, ça semble être le cas. Il n'y a pas de solidarité entre la position du maire Coder et la FQM, par exemple. Donc, il y a quelque chose à signaler ici, déjà maintenant. Et tout ça se passe cet été, et fin d'été, début automne, je veux dire, ça va vite, là, les réactions. L'UPA dit que ça ne répond pas à leurs demandes. Bon, ils ont été cohérents avec eux-mêmes, tant mieux. C'est un bon point, ça nous aide énormément parce qu'il faut intervenir auprès des agriculteurs. Il faut leur montrer que nous, les groupes citoyens, on n'est pas contre eux, on n'est pas contre le progrès, on veut juste protéger les endroits où on a finalement, où on peut récupérer notre pain et notre fromage, comme je disais tout à l'heure. La Chambre des notaires, là, elle change de position. Elle dit que, puisque l'expropriation respecte la loi sur l'expropriation, que finalement, ça va renforcer la sécurité juridique des Québécois. Donc, ils reviennent sur la position qu'ils avaient quelques semaines auparavant. Ils semblent dire, écoutez, le gouvernement va dans le bon sens. Mais pour peu de choses, finalement. Parce que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je ne crois pas que
l'article 55 soit amené à de maintes reprises les prochaines années, même s'il y avait une exploitation intensive là, des hydrocarbures au Québec. Donc, juste quelques points, juste pour vous signaler dans ce tableau-là différents projets qui touchent les hydrocarbures. On a parlé du projet de liquéfaction de gaz, une espèce de port en Colombie-Britannique. Je sais que vous n'êtes pas familier avec toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est quand même le nœud du problème, c'est l'aspect le plus important. Puis je vous ai signalé dans les 2 dernières lignes quelles sont les émissions annuelles moyennes de ces projets-là. Donc, il y a 4 projets. Le projet en Colombie-Britannique, le projet à Ville-la-Baie, au Québec, le projet NRJS, le pipeline, et le projet Anticosti avec 6500 puits. Si vous pensez qu'il y en aura 20 000 dans la vallée du Saint-Laurent, vous multiplierez les chiffres par 3 environ. Donc, juste pour vous signaler que si on tient compte qu'on va brûler éventuellement ce pétrole ou ce gaz-là, on arrive à 129 mégatonnes pour le projet Colombie-Britannique, 68 pour le projet au Québec, 250 pour le pipeline et 24 pour Anticosti. Et le budget québécois, au total, dans l'inventaire, on a 80 mégatonnes annuellement à peu près. On a la difficulté à diminuer, là. On est autour de 80. Donc, ce sont des projets qui vont affecter significativement nos budgets carbone. C'est sûr que la combustion peut se faire ailleurs. Si on exporte par le projet NRJS le pétrole, c'est peut-être aux Indes, en Italie ou ailleurs qui vont consommer ce pétrole-là, qui vont le brûler et les émissions vont apparaître dans d'autres juridictions. Elles ne vont pas apparaître au Canada. Mais si on regarde l'aspect responsabilité climatique, c'est-à-dire que si nous permettons par exemple qu'au Québec ou qu'en Alberta, on fore et qu'on exporte après, on a une responsabilité. C'est comme si on disait à notre enfant, mais regardez, il y a un plat de, je sais pas moi, il y a quelques pilules qui traînent là, prends-les là. Ni plus ni moins. C'est des bonbons. Je pense qu'on a une responsabilité et il faut qu'on fasse comprendre à nos élus, à nos décideurs, que ça ne nous convient pas de passer pour des gens qui sont prêts à sacrifier l'avenir de l'humanité, sans compter que déjà à l'heure actuelle, on décime de nombreuses espèces. On est dans la 6e extinction massive et les populations de grands vertébrés chutent dramatiquement. Et nous, on continuerait. Non, il est vraiment temps qu'on tourne le dos aux hydrocarbures. Donc, je vous ai montré ici une figure aux États-Unis. Il y a un site sur Internet où la personne s'est promenée à droite à gauche dans différents États. Et vous voyez, là, il y a plein de plateformes. Et à l'intérieur de ces plateformes-là, vous pouvez zoomer, vous pouvez aller voir même les réservoirs de stockage, etc. de ces plateformes-là. Donc, il y en a, c'est vraiment partout. Monsieur Brunel. Oui, Oui, 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Donc, les derniers mots, c'est que, contrairement à la loi des mines de la réforme Ouellet, il n'y a pas de prise pour les municipalités dans PL 106. Non seulement ça ne respectera pas leur schéma d'aménagement, mais ils perdent même leurs compétences pour l'eau. C'est-à-dire que les compagnies gazières, s'ils ont besoin d'eau, c'est les compagnies gazières qui ont priorité, c'est pas la municipalité. Donc, un point. Deuxième point, c'est que les licences d'exploration gazière et pétrolière, c'est des carrés, des rectangles là, de 250 km² à peu près. Et ça, c'est d'un seul tenant. C'est-à-dire que le titulaire de ce permis-là peut aller forer n'importe où. La seule contrainte qu'ils ont, ce sont les cimetières. Ils ne peuvent pas aller dans les cimetières. Donc, c'est... Mais je pense qu'ils peuvent aller en dessous. C'est possible. Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce territoire-là, une compagnie peut très bien trouver quelqu'un qui va permettre la plateforme d'1 ou 2 hectares et continuer les activités si vraiment ils ont les fonds pour le faire. Donc, PL 106, ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, de la part de la firme McCarthy-Tétrault, c'est qu'il n'y aurait pas de BAP. Les gens nous disent, oui, mais avec le nouveau projet de loi, il va y avoir des BAP. Non, il n'y aura pas de BAP s'il y a des forages en milieu sur le sol. Si c'est en milieu marin ou en milieu hydrique, là, peut-être qu'il y aura des BAP.
Mais comme jusqu'à maintenant, quand il y a eu un forage, que ce soit à Saint-David de Yamaska, à Champlain ou n'importe où, il n'y a pas eu de BAP, ben là, il n'y en aura pas non plus. Donc, ce qui permet à l'industrie de procéder plus rondement à leur exploration et exploitation des hydrocarbures. Je vais un peu plus loin, juste terminer les 2 derniers points. Qui dit forage d'hydrocarbures, dit réchauffement planétaire. Je n'ai pas besoin de vous le dire plus, vous l'avez compris tout à l'heure, parce qu'on va éventuellement brûler ce pétrole et ce gaz, et ça va affecter le stock de carbone qu'on retrouve dans l'atmosphère et également dans l'océan. Pour oublier l'océan s'acidifie à un rythme, que j'aurais tendance à dire, beaucoup trop grand, incontrôlable, et il faut, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser. Réchauffement planétaire dit élévation des mers. Juste pour terminer une image, ici vous reconnaissez une partie de l'île de Montréal, la partie centrale. Vous voyez, vous pouvez reconnaître votre boulevard Henri Bourassa probablement. Et là, qu'est-ce qui arriverait s'il y a 20 mètres de plus? Bien, l'endroit où on est présentement, là, on est sous l'eau. Et si on regarde à Québec, ailleurs, sur la planète, en Floride, 20 mètres, c'est déjà acquis. Parce qu'en général, la règle du nez, c'est entre 10 et 15 mètres par degré Celsius d'augmentation du réchauffement. Donc, si on prévoit 2 degrés Celsius, c'est 20 mètres minimum. Donc, 20 mètres, ça ressemblerait à ça. Vous voyez que le vieux Montréal là, est sous l'eau, mais c'est la même chose partout parce que la majorité des populations sont autour des embouchures, sont à faible altitude. Donc, à la clé, c'est des centaines de millions de déplacés, mais c'est aussi tout le patrimoine qui va disparaître. Et comment empêcher ça? C'est pratiquement impossible. Donc, ce sont des phénomènes irréversibles et c'est important qu'on change notre fusil d'épaule et puis qu'on dise vraiment non aux hydrocarbures, ça n'a pas d'allure. Fait que, je vous laisse là-dessus, juste une dernière phrase. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Je pense que c'est déjà un peu tard même, mais en tout cas, je le garde quand même parce que je trouve que ça me note aussi un petit peu d'optimisme. Des bonnes soldats. Merci beaucoup, M. Brugman, pour cette petite histoire vulgarisée des hydrocarbures au Québec. Et d'avoir, c'était très concret, c'est pas facile de comprendre, de suivre tout ça, donc c'était très utile pour la suite des choses et de nous avoir révélé aussi les jupons qui dépassent de ce projet de loi 106 et vous pouvez être assuré qu'on va faire notre part à Montréal aussi pour dire au maire Coderre et à notre conseil d'arrondissement ce qu'on en pense et ce que l'on souhaite. Donc, il est 9h moins quart, donc on prendra peut-être une petite période de questions, quelques questions, une quinzaine de minutes. Il est déjà, c'est ça, un peu tard pour un mardi, mais allons-y tout de suite avec quelques questions. Oui. Dominique, tu peux Merci. Ce que vous nous avez présenté est vraiment très, très alarmant. Il semblerait que les pétroliers, les coéquipiers poursuivent le gouvernement. Alors, comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur et de quelle façon est-ce que le concept d'acceptabilité sociale peut jouer pour renverser les choses? Parce que ce que vous nous présentez, ça donne le frisson. Merci. Déjà vous dire que la compagnie Petrolia hier poursuit le gouvernement. Juste pour vous signaler qu'il ne se gêne pas pour le faire. La compagnie Lone Pine aussi l'avait fait lorsqu'elle a eu un moratoire sous le fleuve Saint-Laurent. Il ne faut pas perdre espoir parce que, comme je vous dis, le milieu municipal quand même se mobilise. Et avec le milieu municipal, même si ce n'est pas le palier supérieur, je crois qu'on est en mesure d'exercer un bras de levier et faire en sorte que ce projet de loi-là soit battu en brèche, en tout cas décrié à un tel point qu'éventuellement il sera réformé le plus tôt possible. Je ne peux pas vous faire de promesses parce que c'est sûr qu'on fait face à un gouvernement majoritaire,
qui semble être, qui veut vraiment aller du côté des hydrocarbures. Mais il faut tout essayer et je crois qu'à l'heure actuelle, des groupes citoyens bien organisés peuvent changer la donne. Donc, je vous invite à rejoindre le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec et d'autres groupes aussi. On essaie de s'associer avec un maximum de groupes parce que l'unité fait la force. Et j'aimerais vous signaler aussi qu'il y a d'autres traités qui pourraient aussi intervenir dans un prochain avenir. Je vais laisser Karine en parler peut-être. En fait, finalement, je n'interviendrai pas sur les questions des traités de commerce international parce que ça rendrait ça encore plus complexe que ce l'est déjà. Mais sur la question de l'acceptabilité sociale, on a commandé un sondage avec le regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec qui est paru hier matin. Le sondage démontre que 2/3 des Québécois sont contre l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière en sol québécois. 2/3 des Québécois sont contre l'utilisation de la fracturation hydraulique. Il y avait une autre question que j'oublie. Ouais. Et 88% sont contre l'expropriation, la possibilité pour une compagnie d'exproprier un citoyen. Okay? Il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. Et donc, le gouvernement procède depuis le début, je veux dire, il n'a même pas mis hydrocarbures dans son projet de loi sur les hydrocarbures, il l'a caché dans un autre projet de loi. Les évaluations environnementales stratégiques qui ont été faites, qui devaient comprendre des consultations publiques, les consultations publiques ont été faites à la hâte. Les groupes, nous, on a été consultés au moment où il devait y avoir des documents, notamment sur, par exemple, est-ce que c'est rentable économiquement de faire ça? Ces documents-là n'avaient pas été déposés alors qu'ils étaient promis par le gouvernement. Donc, d'une certaine façon, le gouvernement trie l'information, choisit de ne pas de consulter qui ils veulent et a caché, et c'est assez hallucinant parce que imaginez un instant que vous faites une campagne contre le tabagisme et vous avez une loi sur la transition du tabac. Puis dans cette loi-là, vous cachez une loi pour promouvoir la culture du tabac sur le territoire québécois. OK? Les médecins déchireraient leur chemise. Ils diraient, c'est pas sérieux. Alors, le problème qu'on a, que je vois, moi, avec ce projet de loi-là, c'est que le gouvernement agit pour satisfaire des lobbies très spécialisés, très concrets, qui ont des intérêts économiques en jeu. Et il n'y a pas de demande de la population au Québec pour avoir un projet de loi sur les hydrocarbures. Il n'y a pas de besoin pour ça. Le seul besoin qui existe, c'est celui de quelques compagnies. Puis on s'entend là, c'est pas une question de créer des emplois. L'industrie pétrolière et l'industrie gazière, c'est une industrie qui est, en anglais, on dit capital intensive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capitaux, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de machinerie, mais peu d'emplois. À l'opposé, par exemple, d'un programme de rénovation qui, lui, crée beaucoup d'emplois, mais il n'y a pas nécessairement autant de machinerie, tout ça, qui est labor intensive en anglais. Donc, on fait ça pourquoi? La seule raison que je vois, c'est qu'on fait ça pour satisfaire les lobbies. Et le lobby de l'Association pétrolière gazière, comment ça se fait qu'à chaque année, ils font leur congrès, puis le ministre de l'Énergie va leur parler? Et moi, si j'organise un congrès, là, je ne suis pas sûr d'avoir le ministre de l'Environnement chaque année. Là. Alors, il y a eu un glissement dans les derniers 10 à 15 ans sur l'intérêt public, l'intérêt privé. Et on a un gouvernement qui considère que l'intérêt privé de ces compagnies-là, c'est l'intérêt public. Et il va tout faire pour contourner, de consulter le public. Et c'est ça qui fait en sorte que la question de l'acceptabilité sociale ne se pose même pas. Merci. Vous pouvez le garder, on en a un deuxième. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, donc madame, monsieur. Monsieur Biéran, tout à l'heure, vous avez parlé que vous encouragez beaucoup, puis ça je le comprends très bien, l'achat d'auto électriques. Et moi, c'est parce que j'ai des amis justement qui ont une auto électrique, mais la difficulté, c'est justement les recharges. Alors, j'imagine que vous avez déjà probablement insisté auprès du gouvernement, mais je me dis, insistez encore plus. Oui, c'est sûr, tu sais. Le problème, c'est qu'il faudrait tout faire, puis vite. Il faudrait faire plus d'autopartage, plus de transport collectif, plus de bandes de recharge, plus d'électrification, plus. Mais quand on regarde dans les faits, les gouvernements, de manière générale, annoncent beaucoup, mais des gestes qui n'ont pas nécessairement une énorme portée. Je
Je dirais peut-être qu'il y a